Quand la guerre a commencé en septembre 1939, tandis que les divisions allemandes écrasèrent les frontières, il y avait une force qui n'allait pas au front, mais qui était toujours là où le contrôle devait être s'imposer. Ils étaient vêtus de noir et suivaient les troupes, non pas pour combattre, mais pour s'assurer que chaque ordre du régime était exécuté à la lettre. Ce n'étaient pas des soldats de tranchées. Ils s'occupaient de maintenir le fonctionnement de tout dans les territoires occupés, du déplacement des prisonniers à l'exécution d'ordres qui aboutissaient à des milliers de morts. Ils apparaissaient partout sur le continent occupé, que ce soit dans les Balkans, à l'est, au nord ou à l'ouest. Ils maintenaient le système en marche, faisaient en sorte que tout reste pareil, même quand il n'y avait plus de front. Mais en mai 1945, quand tout s'est effondré, une énorme partie d'entre eux a réussi à partir. Certains se sont mêlés aux civils, d'autres ont traversé les frontières, beaucoup se sont enfuis vers le sud et quelques-uns ont survécu des décennies plus tard, sans que personne ne les touche. Ce qui est montré ici, c'est ce qu'ils ont fait et comment ils ont fini. Mais si tant de gens se sont échappés, qui étaient vraiment ceux qui portèrent cet uniforme? Les SS, d'un groupe de choc à une machine d'extermination. Tout a commencé avec une poignée d'hommes armés qui ne savaient que suivre des ordres. En 1923, au milieu du chaos politique en Allemagne, une vingtaine de types ont juré de protéger Hitler où qu'il aille. Ils étaient sa garde personnelle. Ils se faisaient appeler le peloton de protection, et la seule chose qu'ils faisaient était de frapper quiconque s'en prenait à lui. Ils étaient peu nombreux, s'habillaient de manière voyante et cherchaient la peur plus que le respect. Après la tentative de coup d'État manquée à Munich, Hitler a été emprisonné. Mais quand il est sorti, en 1925, il a récupéré son club de voyous. Il leur a donné un nom plus sérieux, SS, et les a transformés en une élite au service du parti. Ils n'étaient pas nombreux au début, mais Himmler s'est chargé de les faire grandir. Il avait une autre façon de travailler. Il ne criait pas, ne se mettait pas en avant. Il planifiait en silence. Pendant que la SA se montrait bruyante et brutale, la SS gagnait du terrain sans que beaucoup ne le remarquent. Himmler organisait tout de l'intérieur, et en peu de temps, il a réussi à ce qu'Hitler leur fasse davantage confiance. En 1934, ils ont utilisé une prétendue trahison du chef de la SA pour les éliminer lors de la nuit des longs couteaux. Ce fut un nettoyage interne brutal. Avec cela, la SS a eu carte blanche pour agir sans retenue. Himmler n'était pas un type imposant. Il ressemblait plutôt à un fonctionnaire ennuyeux. Mais il était méticuleux, obsessionnel et froid. Il n'avait pas besoin d'élever la voix pour tout contrôler. Il avait une obsession de la pureté raciale et de l'ordre. Sous son commandement, la SS a cessé d'être un simple groupe armé et est devenu un rouage de contrôle total. Ils contrôlèrent de la police secrète au camp de concentration. À ses côtés se trouvait Heydrich, plus ambitieux et agressif. Il a monté les bureaux d'espionnage et de surveillance. Il savait lire entre les lignes ce qu'Hitler voulait. C'est ainsi qu'il a élaboré le plan pour la solution finale. Il n'a pas eu besoin d'instructions directes. Il comprenait déjà ce qu'on attendait de lui. Il était rapide, efficace, létal. La Gestapo, le bras le plus redouté du système, était plus petite que ce que les gens pensaient. Elle fonctionnait parce que des milliers de citoyens ordinaires dénonçaient leurs voisins. Ils informaient pour rien, seulement par peur ou fanatisme. Ainsi, la SS n'avait pas besoin de grandes structures. Elle avait la moitié du pays qui surveillait l'autre moitié. Heydrich a tout organisé pour exterminer des millions de personnes sans que cela ne ressemble à un scandale interne. Il est mort en 1942, mais il a laissé le plan prêt pour que d'autres le suivent à la lettre. Il a laissé des méthodes, des listes et du personnel formé. Sans lui, beaucoup de choses auraient pris plus de temps. Avec lui, le processus s'est accéléré. La SS, à ce moment-là, n'était plus une seule entité. Elle avait des branches. Il y avait les administratifs, ceux du renseignement, ceux qui géraient les camps et ceux qui combattaient au front. La Waffen-SS, son bras armé, se présentait comme une armée parallèle. Ils disaient qu'ils étaient des soldats normaux, mais ils participaient à des massacres, des pillages et à la répression comme n'importe quel autre groupe criminel. Himmler restait aux commandes, il se mêlait de tout, il insistait sur des rapports détaillés, il voulait savoir combien de prisonniers entraient et combien sortaient de chaque camp, combien de trains arrivaient, combien de balles étaient utilisées. Il pensait même à cela. Pour lui, tout était logistique.
Dans les camps, les gardiens recevaient une formation spécifique. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils n'étaient pas improvisés. Ceux qui travaillaient dans les crématoires, ceux qui conduisaient les victimes, ceux qui surveillaient, tous faisaient partie du même circuit. Ils avaient des manuels, des routines et des ordres clairs. On ne pouvait pas plaider l'ignorance. Les Totenkopf, unités avec la tête de mort sur l'insigne, étaient ceux qui géraient les camps les plus durs. C'étaient eux qui exécutaient directement. Ils recevaient un entraînement pour cela. Ils ne cachaient pas ce qu'ils faisaient. Ils en étaient fiers. Dans les bureaux, les bureaucrates étaient aussi des SS. Ils tenaient les comptes de tout. Transport, propriété volée, redistribution des biens. Pendant que les uns tuaient, les autres écrivaient. Tous contribuaient à la machine. La loyauté envers Hitler était la seule règle. L'obéissance ne se discutait pas. On s'attendait à ce que tout membre des SS agisse sans hésiter. S'il hésitait, il était exclu. Beaucoup le savaient. Tous n'étaient pas sadiques, mais tous étaient fonctionnels. Le système était fait pour qu'il ne soit pas nécessaire de penser. Lorsque les Alliés ont commencé à gagner du terrain, les chefs nazis ont commencé à chercher des issues. Himmler, qui avait été le plus loyal, a tenté de négocier en secret. Il voulait se sauver. Il a parlé avec des diplomates étrangers. Il a cherché des contacts, mais il a été découvert. Hitler l'a renvoyé de son poste. Il est passé du deuxième homme le plus puissant du régime à un traître méprisé. Pendant les derniers mois de la guerre, les camps ont été évacués. De nombreux prisonniers sont morts lors des marches forcées. D'autres ont été assassinés avant l'arrivée des armées ennemies. Des archives ont été effacées, des preuves brûlées. Les responsables ont tenté de disparaître. Des milliers de SS se sont échappés. Ils ont changé de nom, se sont déguisés en civils, mélangés parmi les réfugiés. Certains ont utilisé de faux papiers, d'autres se sont réfugiés dans des couvents, d'autres ont traversé les frontières. Certains ont été rapidement attrapés, d'autres ont vécu des décennies sans que personne ne les dérange. Après la reddition, lors des procès de Nuremberg, la SS a été déclarée organisation criminelle. On n'a pas seulement jugé les chefs. Il a été clairement établi que l'appartenance à ce groupe était une participation à un crime collectif. Il n'y avait pas d'innocents à l'intérieur. Malgré cela, beaucoup ont réussi à éviter la punition. Ils ont changé de pays, d'identité, de profession. Certains ont même occupé des postes publics ailleurs. Ils ont vécu comme si de rien n'était. Ils ont eu une famille, des entreprises, des reconnaissances. Ce n'est que de nombreuses années plus tard que certains ont été découverts. Mais pas tous, et c'est ainsi que cela s'est passé. Une structure qui a commencé comme une garde personnelle s'est transformée en une machine de répression, de surveillance et de mort. Et quand tout s'est effondré, beaucoup de ses membres ont simplement disparu dans la foule. Klaus Barbie, le boucher qui a continué à tuer. Quand la guerre s'est terminée, Klaus Barbie n'a pas été arrêté ni jugé. Il a été retiré des radars avec de nouveaux documents et déplacé entre les zones alliées. Il était géré par les bureaux de renseignement des États-Unis qu'il avait déjà identifiés comme utiles pour des opérations contre des groupes communistes. Ils l'ont intégré à leur réseau sans faire de vagues. À partir de 1947, il a commencé à transmettre des rapports, à donner des noms, à identifier des contacts. Tandis que la France le recherchait pour ce qu'il avait fait à Lyon, aux États-Unis, on le protégeait comme un trésor. En 1951, avec l'aide de prêtres allemands et de routes secrètes en Italie, il a traversé la frontière sans faire de bruit. De Gênes, il est monté à bord d'un navire qu'il a déposé en Amérique du Sud. Il a fini en Bolivie, sous un autre nom, une autre vie, une autre histoire. Klaus Altmann, homme d'affaires. En peu de temps, il avait des documents, des entreprises et des amis en uniforme. Il est resté en retrait jusqu'à ce que les gouvernements militaires fassent appel à lui. Il leur apprenait comment réprimer, montait des opérations, leur transmettait le savoir-faire de la terreur. Dans les années 60, il était déjà indispensable. Il vivait bien, sans se cacher. Il allait et venait, déplaçait de l'argent, gérait des réunions, toujours sous le même masque. Les Klarsfeld l'ont identifié en 1972. Photos, preuves, documents. Ils ont demandé son extradition vers la France. La Bolivie a fait la sourde oreille. Il disait que ce type n'existait pas. Mais il était toujours là, donnant des ordres, faisant de la politique sale. En 1980, il a aidé au coup d'État de Garcia Meza. Il était au centre de tout. Il entraînait des troupes, élaborait des stratégies, rédigeait des rapports. Le type avait toujours du pouvoir. Mais en 1983, les choses ont changé. Le nouveau gouvernement a accepté de le libérer.
La France a fait pression et il a été mis directement dans un avion. Ils l'ont envoyé sans jugement. Il est arrivé en prison. Il a été mis en cellule et les dossiers ont été ouverts. Des victimes, des documents, des témoins sont apparus. Des gens qui se souvenaient de tout, date, lieu, cri, train. Les ordres portèrent sa signature, chaque mouvement était enregistré. Des mères, des enfants, des survivants ont témoigné. Ils ont tout dit avec force détail. Le procès a duré des semaines. Chaque preuve a été présentée. La défense a tenté de freiner le processus avec des arguties techniques, mais les juges n'ont pas cédé. En juillet 1987, il a été condamné. Coupable de crimes contre l'humanité, perpétuité sans appel. De là, il est allé à l'hôpital-prison. Il a tenu 4 ans. En 1991, il est mort seul, surveillé, sans funérailles. Heribert Heim, le docteur qui s'est évaporé. En 1941, il a été placé à Mauthausen avec le titre de médecin, mais ce qu'il faisait n'était pas de la médecine. Il se déplaçait en blouse blanche, seringue prête et zéro question. Il testait des produits chimiques, ouvrait des corps sans anesthésier personne, notait les réactions, les temps, les symptômes. Il n'utilisait pas de nom, lisait seulement des chiffres et ordonnait de passer au suivant. Celui qui entrait ne sortait pas. Il avait 27 ans, venait d'étudier à Vienne, était entré dans les SS et avait été envoyé là-bas. Il ne demandait la permission pour rien, il avait carte blanche. Il expérimentait sur n'importe qui. Juifs, gitans, prisonniers politiques. Il était méthodique, silencieux, précis. Quand le front soviétique s'est rapproché, il a été transféré dans des hôpitaux du Reich. Mauthausen a fermé, des papiers ont été brûlés, mais certains se souvenèrent de lui. Son nom continuait de circuler. À la fin de la guerre, il a été capturé par les troupes américaines. Il a été arrêté, a utilisé son vrai nom et a été libéré. Personne ne l'avait reconnu. Il est parti à Baden-Baden, a ouvert une clinique, soignait les riches, prescrivait des vitamines, apparaissait dans les journaux. Dans les années 50, il était gynécologue avec maison, voiture et vie confortable. Mais dans les années 60, les survivants ont commencé à parler. Ils l'ont identifié. La police est venue le chercher. Il n'était plus là. Il a vendu la voiture, vidé le compte et s'est volatilisé. Il a pris un bateau à Marseille et a atterri au Caire. Avec un faux passeport et un nouveau nom, Tarek Hussein Farid. Il disait qu'il était musulman, allait à la mosquée, lisait le Coran. Il bougeait beaucoup, n'écrivait pas de lettres, n'utilisait pas le téléphone. Il vivait caché, mangeait dans la rue, changeait souvent de maison. Au début, il vendait des objets importés d'Europe. Ensuite, il a contacté d'anciens nazis qui étaient en Égypte. Ils avaient un réseau, des contacts, l'aidaient. Son fils lui envoyait de l'argent d'Allemagne, sous de faux noms. Ainsi, il a vécu des décennies, sans photos, sans visite. Si quelqu'un demandait, il disait qu'il était réfugié. Il n'a jamais admis qui il était. S'il était reconnu, il disparaissait de nouveau. L'Allemagne continuait de le chercher. Son visage était sur des affiches, il y avait une récompense. Mais personne ne le trouvait. L'Égypte ne coopérait pas. Parfois, ils utilisaient ces fugitifs comme conseillers. Pas Heim. Lui s'est écarté. Il donnait des consultations pour de la nourriture. Dans les années 80, il a commencé à tomber malade. Il avait mal à l'estomac. Il est allé à l'hôpital sous un autre nom. Il avait un cancer. Il n'est pas revenu. Il s'est automédicamenté. Il a fini par s'évanouir dans la rue. On l'a emmené dans un hôpital public. Il est mort là. On a dit qu'il était égyptien. Il a été enterré sous son faux nom. Personne n'a prévenu l'Allemagne. Seules 2 personnes connaissaient la vérité. En 2009, un journaliste a fait le lien. Il a trouvé des témoins, des documents, des photos. Ils ont croisé des données médicales. Elles coïncidaient. La tombe était là. La justice allemande a confirmé. Heim est mort en 1992, au Caire. Il n'a jamais été jugé. Personne ne l'a touché. Il a passé plus de 40 ans en fuite, caché dans des ruelles, sous un autre nom, mais avec le même passé. Joseph Mengele, celui qui a traversé 3 pays sans être touché. À la fin de tout, Joseph Mengele a abandonné Auschwitz. Il portait encore son uniforme. Il s'est mêlé aux troupes allemandes en retraite. Il est arrivé dans l'ouest de l'Allemagne et s'est caché en utilisant son vrai nom. Il a été dans plusieurs camps de prisonniers alliés. L'un d'eux était à Gmunden. Ils ne l'ont pas reconnu. Il a été libéré comme n'importe quel autre simple soldat. Il n'a eu à répondre de rien.
Il a passé quelques mois dans des fermes, travaillant pour de la nourriture. Il changeait souvent de lieu. En 1949, avec l'aide d'anciens contacts, il a obtenu un faux passeport émis par la Croix-Rouge. Le document disait « Helmut Gregor ». Il a utilisé ce nom pour embarquer vers l'Argentine. Il est parti de Gênes, sur un navire appelé North King. Il a accosté à Buenos Aires. Personne ne l'a arrêté. En Argentine, il a trouvé un réseau d'anciens nazis. Certains étaient des connaissances d'avant, d'autres partageaient simplement le secret. Il vivait discrètement. Il a changé de travail plusieurs fois. Au début, il a travaillé comme ouvrier. Ensuite, il a obtenu un poste dans une entreprise de machines agricoles. En 1951, il a utilisé son vrai nom pour obtenir la citoyenneté argentine. Il a signé des papiers comme Joseph Mengele. Personne ne lui a rien dit. Après, il a monté sa propre affaire. Il importait des machines. Il avait un bureau et des employés. Il envoyait des produits à la campagne. Il gagnait de l'argent. Il a acheté une maison. Il voyageait. Il allait au restaurant. Il allait au cinéma. Il utilisait le nom Mengele sans se cacher. Il visitait des événements sociaux. Il publiait des annonces. Personne ne le touchait. En 1956, il a voyagé en Allemagne avec un passeport argentin. L'objectif était de régler des affaires d'héritage familial. Il est entré et sorti sans problème. Au retour, la situation a changé. Un journaliste a commencé à poser des questions. Il a publié un article. Il a mentionné son nom. Il l'a lié à Auschwitz. Les autorités ont commencé à examiner son cas. Mengele a disparu de nouveau. Il a vendu des propriétés, a fermé l'entreprise et a traversé la frontière vers le Paraguay. Là, il a obtenu des documents paraguayens avec son vrai nom. Le dictateur Stroessner facilitait les papiers à ceux qui payaient. Mengele a vécu tranquillement dans une maison de campagne. Personne ne le dérangeait. Il visitait la capitale. Il achetait des choses. Il marchait dans la rue. En 1960, des agents israéliens ont capturé Adolf Eichmann à Buenos Aires. Mengele l'a su rapidement. Il a pensé qu'il le recherchait. Il s'est enfui au Brésil. Il a traversé sans être vu. Il s'est installé dans une hacienda d'Allemands sympathisant du nazisme. Elle était à Serra Negra, près de Sao Paulo. Il ne figurait pas dans les registres publics. Il ne travaillait pas formellement. Il vivait de ce que sa famille lui envoyait d'Allemagne. Pendant des années, il a changé de maison plusieurs fois. Toujours dans des zones rurales, il dépendait de peu de personnes. On lui apportait de la nourriture. On lui donnait des médicaments. Il ne sortait pas beaucoup. S'il sortait, c'était accompagné. En 1970, il a eu un léger infarctus. On l'a soigné à la maison. En 1976, la police brésilienne a failli le trouver. Ils ont fouillé des propriétés liées à d'anciens nazis. Mais son nom n'apparaissait pas dans les archives. Personne n'a posé plus de questions. En 1979, il est allé nager sur la plage de Bertioga. Il est entré dans l'eau. Il a eu un autre infarctus. Il a coulé. On l'a sorti, mais il ne respirait plus. Il n'avait pas de documents sur lui. On l'a enterré sous le nom de Wolfgang Gerhard, un nom emprunté à un ami. Des années plus tard, un informateur anonyme a alerté. Il a dit que le corps était celui de Mengele. En 1985, une commission internationale a déterré les restes. Ils ont comparé les os avec les dossiers médicaux. Ils ont analysé le crâne. Il y avait des coïncidences. En 1992, des tests génétiques ont confirmé l'identité. Il avait passé plus de 30 ans sans être attrapé. Il a vécu dans 3 pays avec des réseaux de soutien sans utiliser de déguisement ni changer de visage. Personne ne l'a livré, personne ne l'a vraiment cherché. C'est ainsi qu'il se déplaçait, avec de vrais passeports, des noms faux ou vrais, de l'argent envoyé d'Allemagne et l'aide d'anciens camarades. Il n'a jamais eu à se cacher sous terre. Il n'a pas eu besoin de tunnels ni de bunkers, juste de contacts. Son nom de famille apparaissait dans des lettres, des comptes, des actes, même dans des vœux de Noël. Tout était à la vue, mais personne ne s'en souciait. Walter Rauff, l'ingénieur du gaz qui a travaillé en Syrie. Après 1945, Walter Rauff s'est évanoui dans la nature sans laisser de traces. L'homme qui avait conçu l'une des machines à tuer les plus simples et efficaces du régime, le camion à gaz mobile, s'est mélangé aux milliers de fugitifs qui traversèrent les frontières avec de faux noms et l'aide de réseaux cachés. Il avait fait partie des SS, avait un grade, des contacts et savait comment disparaître. Dès la fin de la guerre,
il planifiait déjà comment ne jamais être retrouvé. Durant les premières années d'après-guerre, il a voyagé à travers l'Europe. Il a utilisé plusieurs pseudonymes. Il ne restait pas longtemps au même endroit. Il était recherché par les Alliés, mais il y avait trop de confusion et de chaos pour le suivre immédiatement. Il en a profité. En 1948, il a réussi à atteindre l'Italie. Là, comme beaucoup d'autres nazis, il s'est connecté aux routes clandestines qui passaient par des couvents, des missions religieuses et des contacts sympathisants. De Gênes, il a mis le cap sur l'Amérique du Sud. Sa destination initiale était l'Équateur, mais il a vite abouti au Chili. À Santiago, Rauf s'est fait passer pour un entrepreneur. Il a obtenu des documents, s'est présenté sous un autre nom et a construit une vie à partir de zéro. Il avait le profil idéal, éduqué, silencieux, méticuleux. Il n'attirait pas l'attention. Rapidement, il a commencé à travailler dans le commerce international. Il gérait des contacts, négociait avec des Européens, se liait d'amitié avec des diplomates. Il avait de l'argent et savait comment se débrouiller. Pendant les années 50, son vrai nom n'apparaissait presque plus nulle part, sauf dans les rapports internes des services secrets. En Allemagne de l'Ouest, des pressions ont commencé à émerger pour juger les criminels nazis toujours en liberté. Rauf figurait sur certaines listes. Les Israéliens l'avaient également identifié. On savait qu'il était directement responsable de la conception des camions où mettaient des prisonniers et les asphyxiait avec des gaz du moteur. Des milliers de personnes sont mortes ainsi. C'était une exécution portable, rapide et silencieuse. Il avait conçu le système et coordonné son utilisation à l'Est. Mais au Chili, personne ne le touchait. Le gouvernement en place ne coopérait pas avec les demandes d'extradition. Au milieu des années 60, Rauf a fait un nouveau bond. Il est parti au Moyen-Orient. La Syrie l'a accueilli à bras ouverts. Le régime le voulait comme conseiller. Il avait de l'expérience en contre-espionnage, il s'y connaissait en répression et il savait bien comment faire fonctionner des systèmes policiers sans laisser de traces. À Damas, il a travaillé en étroite collaboration avec les forces de sécurité. Il enseignait des techniques, entraînait des officiers, rédigeait des manuels. Il n'était pas une figure publique. Il opérait dans l'ombre. Seuls les chefs de l'appareil le connaissaient. Son accent allemand se dissimulait dans les couloirs où tout le monde parlait à voix basse. Pendant ces années, il a également maintenu le contact avec d'autres fugitifs nazis qui avaient retrouvé refuge en Égypte, en Syrie et au Liban. Ils étaient peu nombreux, mais ils se déplaçaient bien. Certains étaient dans les affaires, d'autres dans les affaires militaires. Ils partageaient des informations, aidaient leur réseau, offraient des connexions. Rauf est devenu un lien entre plusieurs groupes. Ses connaissances techniques le rendaient précieux. Ce n'était pas un idéologue. C'était un type qui résolvait les problèmes avec efficacité. Pendant ce temps, en Europe, son nom circulait de nouveau. Plusieurs enquêtes ont signalé sa localisation. L'Allemagne l'a réclamé. Israël a demandé des explications. Des organismes de défense des droits humains ont fait pression. Mais la Syrie a refusé de le livrer. Il disait qu'il n'existait pas de citoyen portant ce nom. Les preuves ont été ignorées. Rauf, de son côté, continuait ses activités. Il parlait peu, écrivait des rapports et prenait soin de ne pas s'exposer. En les années 70, il réapparut au Chili. Les circonstances politiques avaient changé. Le pays était alors sous dictature et les services de renseignement cherchèrent des personnes expérimentées. Rauf offrit la sienne. Il fut consultant externe. Il collabora sur des sujets de surveillance, de suivi et d'élimination des opposants. Il n'apparaissait jamais sur les listes officielles, mais plusieurs témoins l'ont situé lors de réunions clés. Certains se souvenaient de lui comme d'un étranger sérieux, avec des idées très claires sur la manière de réprimer les insurrections. Israël remua de nouveau ses pions. Le Mossad envisagea une opération pour le capturer, comme il l'avait fait avec Eichmann. Mais dans ce cas, les conditions étaient plus compliquées. Le gouvernement chilien ne collaborait pas, et Rauf vivait dans un quartier où tout le monde le connaissait. Il bénéficiait d'une protection. L'ambassade allemande évitait également de s'impliquer. Malgré tout, des journalistes réussirent à le photographier. Ils le confrontèrent. Il nia tout. Il affirma qu'il était quelqu'un d'autre, qu'il n'avait rien à voir avec la guerre. La pression internationale augmenta. Il y eut des lettres, des éditoriaux, des protestations. Le scandale grandissait. Finalement, dans les années 80, une procédure judiciaire fut lancée au Chili pour évaluer son extradition. L'affaire fut bloquée par des arguties techniques. On allégua que les crimes étaient prescrits,
que la loi chilienne ne prévoyait pas son jugement. Après de longues audiences, le tribunal rejeta la demande. Rauff fut libéré. Il passa ses dernières années à Santiago. Il vivait dans une maison modeste, il marchait dans le quartier, il faisait ses courses dans les magasins locaux. Certains voisins savaient qui il était, d'autres non. Ils le voyaient comme un vieil étranger, solitaire, sans beaucoup d'amis. Il ne parlait pas de son passé. Il mourut en 1984 de cause naturelle. Il n'y eut pas de cérémonie publique, aucune déclaration, seulement la disparition tranquille de l'un des cerveaux techniques de l'extermination nazie. Walter Rauff avait traversé la moitié du monde, travaillé avec plusieurs régimes et échappé à toutes les tentatives de capture. Depuis ses jours d'officier SS jusqu'à ses conseils aux dictatures latino-américaines et aux gouvernements arabes, il avait réussi à rester opérationnel sans que personne ne le traduise en justice. Il n'exprima jamais de remords. Il ne fut jamais inculpé. Il s'en alla comme il avait vécu, caché, utile et dangereux. Franz Stangl, celui qui dirigeait les trains vers l'abattoir et a fini en uniforme de prisonnier. Il est né en Autriche en 1908 et a commencé comme policier. Il avait une formation de base et a su s'adapter. Lorsque les nazis ont pris le contrôle, il a rejoint le parti, puis il a été intégré au SS. En 1940, il a été affecté au programme d'euthanasie. Il supervisait des centres déguisés en cliniques, visitait les installations, vérifiait les registres, contrôlait le personnel. L'objectif était d'éliminer, pas de soigner. Tout se passait sous ses yeux, et il signait pour que cela se passe bien. 2 ans plus tard, il était déjà en Pologne. En 1942, il a été mis à la tête de Sobibor. Là, les trains ne s'arrêtèrent pas. Ils arrivaient chargés, les passagers descendaient et personne ne revenait. Il contrôlait que la file avançât sans interruption, que chaque mouvement fût mesuré. Il chronométrait tout, depuis l'ouverture du wagon jusqu'à la fermeture des chambres. Il avait la montre à la main et les chiffres en tête. Il n'est resté que peu de temps à ce poste. Il a été promu et envoyé à Treblinka. C'était une autre échelle. Plus de monde, plus souvent, plus vite. Des milliers arrivaient chaque jour, et sa tâche était que la machine ne se grippe pas. Il recevait des horaires, des chiffres, des ordres. Il coordonnait les équipes, organisait le débarquement, contrôlait le rythme. Chaque pièce devait s'emboîter. Il veillait à ce que cela se produise. Il notait sur des papiers les arrivées, les ajustements, les rotations. Son écriture figurait dans les rapports quotidiens. On ne le voyait pas avec une arme, mais tout fonctionnait autour de lui. Les chambres à gaz étaient là, opérationnelles, mais ce qui les faisait fonctionner, c'était la structure qu'il maintenait en vie. C'était lui qui soutenait l'engrenage. Après la révolte de Treblinka, il a été muté. Il a été envoyé en Italie pour travailler avec la police du Reich. En 1945, avec les Alliés aux trousses, il a retiré son uniforme et s'est caché en Autriche avec de faux papiers. De là, il est passé en Syrie. Ensuite, avec l'aide d'un réseau qui exfiltrait les nazis, il a fini à Rome. À Gênes, on lui a donné de nouveaux documents et il a embarqué pour le Brésil. Il est arrivé en se présentant comme un technicien textile. Il s'est installé à Sao Paulo, a trouvé du travail, a loué un appartement. Il ne vivait pas caché, il ne racontait rien, mais ne se cachait pas non plus. Il a fait venir sa femme et ses filles. Il menait une vie normale. Il envoyait des lettres, se promenait dans le quartier. Dans la communauté allemande, on savait qui il était, mais on le laissait tranquille. Plus de 20 ans se sont écoulés. Il allait à l'église, saluait les voisins, se déplaçait entre l'usine et la maison. Pendant ce temps, en Europe, quelqu'un a rouvert son dossier. Des documents sont apparus, des données ont été croisées, des témoins l'ont identifié. En 1967, on a retrouvé sa trace. L'Autriche a demandé son extradition. La police brésilienne a agi en silence. Ils l'ont arrêté chez lui et l'ont envoyé à Düsseldorf. Ils l'ont mis en cellule et ont commencé à rassembler des preuves. Des signatures, des rapports, des listes de convois. Des survivants l'ont reconnu. Il parlait de son uniforme blanc, de sa façon de marcher sur les quais, de sa présence. Il était identifié. Au procès, il a dit oui qu'il avait été là, qu'il organisait, que les ordres venaient d'en haut, mais les documents montrèrent que sans lui, rien ne fonctionnait. Il déplaçait les horaires, dirigeait les entrées, organisait les sorties. Il n'avait pas besoin de toucher qui que ce soit. C'était lui qui maintenait tout en marche. Il a été condamné à la prison à perpétuité.
On l'a envoyé dans une prison spéciale. Il n'a pas fait appel. Il est resté là, isolé. Sa femme lui écrivait. Il parlait peu. La journaliste Gita Sereni a réussi à l'interviewer plusieurs fois. Il racontait comment tout était organisé. Horaire, flux, routine. Il décrivait cela comme un travail ordinaire, sans émotion, sans détour, sans élever la voix. En 1971, son cœur a lâché. On l'a emmené à l'hôpital pénitentiaire. Il n'a pas tenu. Il est mort quelques jours plus tard. Il n'y a pas eu de caméra, ni de messe, ni de cérémonie. On l'a enterré en Autriche sous son nom de naissance. Sans pierre tombale, sans avis. Personne n'y est allé. Il est resté sous terre, avec l'uniforme de prisonnier, sans que personne ne parle plus de lui. Gustav Wagner, celui de Sobibor qui a vécu au Brésil. Gustav Wagner avait été l'un des commandants de Sobibor, le camp d'extermination où des milliers de personnes furent liquidées sans relâche. La guerre terminée, il disparut de la circulation. En 1945, avec l'avancée des Russes, il enleva son uniforme, se mêla aux fugitifs et mit en œuvre son propre plan d'évasion. Il traversa l'Autriche, puis des zones rurales, toujours sous des noms différents. Il ne s'arrêtait jamais longtemps au même endroit, il savait comment se déplacer. En 1947, il fut capturé lors d'une rafle, envoyé dans un camp de prisonniers britanniques, et y resta en détention plusieurs mois. Il affirma être un simple soldat, sans donner de détails. Dans le chaos des registres et sans preuve directe, il fut relâché. Il sortit comme si de rien n'était. Les années suivantes, il s'installa en Autriche. Il travailla comme aide, obtint de nouveaux papiers et fréquenta de petits cercles. En 1950, il avait déjà traversé en Italie. De Rome, il se connecta à un réseau organisé pour exfiltrer les nazis du continent. Il bénéficiait de l'aide de prêtres, de contacts au sein des bureaux de réfugiés et avait des passeports prêts. On lui en donna un au nom de Günther Mendel. Il l'utilisa pour embarquer sur un navire partant de Gênes. La destination, le Brésil. Il arriva à Sao Paulo la même année, descendit du bateau et ne regarda plus jamais en arrière. Là-bas, il commença une autre vie. D'abord, il vécut dans des maisons louées, travaillant dans de petites usines. Il ne parlait pas beaucoup, passant inaperçu. En peu de temps, il avait déjà un emploi stable, un salaire mensuel et une routine bien établie. Il utilisait sa nouvelle identité sans problème. Il ne laissait jamais transparaître son passé. Il n'apparaissait pas sur les photos, évitait les grandes réunions, changeait de quartier quand il le jugeait nécessaire. Quand quelqu'un s'interrogeait sur son accent, il répondait qu'il était européen et c'est tout. Il avait des amis, mais juste ce qu'il fallait. Personne ne le connaissait vraiment. Pendant des décennies, il vécut tranquillement. Parfois, il voyageait dans d'autres villes pour le travail. Il évitait toujours de montrer des documents si ce n'était pas obligatoire. Il gardait son faux passeport avec soin. Dans les registres brésiliens, il figurait comme un étranger résident légal. Rien dans ses papiers n'attirait l'attention. Quelques autres anciens nazis le reconnaissaient, mais se taisaient. Au Brésil, il existait un réseau, pas très grand mais actif. Ils se couvraient mutuellement, partageaient des contacts, aidaient si l'un d'eux était en difficulté. Wagner faisait partie de ce réseau. Il n'était pas parmi les commandants, mais il était respecté. À la fin des années 70, des listes de criminels de guerre commencèrent à être publiées dans les médias européens. Son nom réapparut. On le liait directement à Sobibor. Certains survivants avaient témoigné des années auparavant. Ils le décrivaient avec des détails. Son visage, sa voix, ce qu'il faisait dans le camp. En 1978, un groupe de chasseurs de nazis le retrouva à Sao Paulo. Ils le photographièrent. Ils confirmèrent que c'était bien lui. Ils le dénoncèrent à la police brésilienne. Au début, les autorités hésitèrent. Elles examinèrent ses papiers, comparèrent les signatures, vérifièrent auprès des ambassades. C'était le même homme. Ils l'arrêtèrent, l'emmenèrent au commissariat, l'interrogèrent. L'Autriche demanda son extradition. L'affaire devint médiatique. Les journaux parlèrent du « monstre de Sobibor vivant au Brésil » comme si de rien n'était. D'autres témoins apparurent. Des gens qui avaient été dans le camp le reconnurent. Ils disaient qu'il avait supervisé des exécutions, qu'il choisissait des victimes, qu'il frappait ceux qui ne se déplaçaient pas rapidement. Il montrait des photos, faisait la queue pour témoigner. Pendant ce temps, Wagner était dans une cellule commune. Il ne disait pas grand-chose. Il parlait à peine avec ses avocats.
Ils alléguaient qu'il était déjà vieux, qu'il n'avait pas eu d'ennui depuis des décennies, qu'il vivait en paix. Ils voulaient bloquer le processus judiciaire avec des arguties techniques. Ils se sont basés sur les lois brésiliennes qui limitaient l'extradition des résidents de longue date. Ils disaient que, comme il était entré légalement et qu'il avait des papiers en règle depuis près de 30 ans, il n'était pas approprié de le renvoyer. Le tribunal a pris son temps. Ils ont examiné des archives, consulté des documents du gouvernement autrichien, écouté des témoignages. La défense déposait des appels chaque semaine. L'affaire s'est compliquée. Les mois passaient et Wagner restait enfermé. La presse continuait de faire pression, mais le système judiciaire avançait lentement. En 1979, le juge principal de l'affaire a décidé que l'extradition n'était pas recevable. Il a déclaré que toutes les exigences n'étaient pas remplies. Le parquet a fait appel, mais cela n'a pas abouti. Ils l'ont relâché. Il est sorti en marchant, comme la fois précédente. Il est retourné dans son quartier, chez lui. Certains voisins le saluaient, d'autres l'évitaient. Il avait traversé tout cela et était toujours libre. La presse le cherchait pour des interviews, mais il refusait. Parfois, il sortait acheter du pain. Parfois, il restait des jours entiers sans sortir. Il se tenait éloigné de tout ce qui sentait la presse ou la justice. En 1980, un journaliste allemand l'a retrouvé. Il l'a enregistré en secret. Wagner parlait calmement. Il confirmait son identité. Il ne se cachait pas. Il disait qu'il avait fait partie du système, qu'il obéissait aux ordres. Il disait qu'il ne regrettait rien. L'enregistrement a été publié. Un autre scandale a éclaté. Mais légalement, rien ne pouvait plus être fait. L'affaire était classée au Brésil. En 1981, la police a retrouvé son corps chez lui. Il était mort. Il y avait du sang. Un couteau traînait à proximité. La version officielle fut le suicide. On dit qu'il s'est poignardé lui-même. Certains l'ont cru, d'autres non. Il n'y a pas eu de procès. Il n'y a pas eu de cérémonie. Personne n'a réclamé le cadavre. On l'a enterré dans un cimetière sans nom. Le dossier a été archivé. C'est ainsi que s'est terminée l'histoire de l'homme qui fut l'un des plus cruels de Sobibor et qui vécut des décennies en paix, jusqu'à ce qu'on le retrouve. Mais même ainsi, il n'a payé pour rien. Gerhard Bohn, le juriste de l'euthanasie qui se promenait librement. Au début du régime nazi, Gerhard Bohn était un avocat à l'aise dans les bureaux, avec les tampons et les procédures du ministère de l'Intérieur. Il avait un poste, un bureau, et savait où apposer sa signature. Lorsque le programme visant à éliminer les personnes considérées comme inutiles par l'État fut lancé, il était là. Les dossiers de l'action T4 lui furent confiés, et il ne posa aucune question. Il rédigeait les justifications légales, donnait une forme juridique à ce qui se passait dans les sanatoriums et veillait à ce que tout ait une apparence de légalité. Il ne décidait pas qui mourrait, mais il devait s'assurer que tout était en ordre. Pendant des années, il veilla à ce que le programme fonctionne sans accroc. Il était au courant des transferts, des permis, des autorisations, des rapports médicaux. Il existait un circuit complet qui organisait qui allait dans quelle clinique, comment les décès étaient signalés et quel médecin signait quels documents. Il aidait à coordonner tout cela depuis son bureau. Il lisait des rapports avec des noms, des âges et des diagnostics. Il savait où ils allaient. Il savait ce qui s'y passait. Lorsque, en 1941, les protestations de l'Église commencèrent à devenir gênantes, le programme fut officiellement suspendu. Mais les meurtres continuèrent sous un autre nom et avec moins de formalités. Il fut muté, mais ne fut pas retiré du système. Il continua à travailler au sein de l'appareil bureaucratique jusqu'à la fin de la guerre. En 1945, alors que les Alliés entraient en Allemagne et que le Troisième Reich était en ruine, Bohn disparut de la carte. Il savait ce qu'il avait fait. Il ne reste pas à attendre les questions. Il passa quelques mois caché, utilisant de faux documents. Il resta sous les radars. Il n'apparut pas lors des premières arrestations et ne fut pas mentionné au procès de Nuremberg. Il se camoufla parmi les milliers de personnes qui fuyaient le chaos. En 1949, lorsque la situation se calma, il réussit à quitter le pays. Il arriva en Argentine avec de nouveaux papiers. Là, il trouva la même chose que beaucoup d'autres anciens nazis, un endroit où personne ne posait beaucoup de questions. Il trouva du travail, loua un appartement, se fit appeler autrement. À Buenos Aires, il y avait une communauté allemande avec des connexions. Il s'y déplaçait sans problème.
Il vivait sans se cacher, sans uniforme, sans passé. Pendant des années, rien ne se passa. En Allemagne de l'Ouest, la justice se concentrait sur les grands noms, les commandants, les hauts gradés. Les bureaucrates n'étaient pas visés. Mais dans les années 60, certaines enquêtes commencèrent à creuser plus profondément. Des documents apparurent. Beaune fut mentionné comme une pièce clé de la structure juridique du T4. On le localisa. Un mandat international fut envoyé. L'Argentine confirma sa présence. Les pressions diplomatiques commencèrent. Beaune fut arrêté à Buenos Aires en 1963. Il resta en cellule pendant des mois pendant que sa situation était examinée. L'Allemagne demanda l'extradition. Les documents voyagèrent d'un bureau à l'autre. Le processus fut lent. Il y eut des recours légaux, des appels, des discussions techniques. Pendant ce temps, il continuait à dire qu'il n'avait rien à voir avec les meurtres, qu'il n'était qu'un avocat, qu'il n'avait touché personne. En 1964, après de nombreux tiraillements juridiques, il fut renvoyé en Allemagne. Il fut embarqué dans un avion sous escorte. Il atterrit à Francfort. Un tribunal l'y attendait. Le dossier fut rouvert. Son historique fut examiné. Son rôle au sein du ministère fut étudié. Les documents du programme T4 furent rassemblés. Les signatures furent comparées. Il fut placé sur le banc des accusés. Mais le processus s'est essoufflé. La défense a présenté des objections. Ils ont discuté des dates, des niveaux de responsabilité, des fonctions exactes. Ils ont dit qu'il n'avait pas donné d'ordre de tuer, que son rôle était technique, qu'on ne pouvait pas prouver qu'il savait ce qui se passait dans chaque clinique, qu'il était injuste de juger un bureaucrate comme s'il était un bourreau. Le procès a été interrompu plusieurs fois. Certains témoins sont morts. D'autres ne se souvenèrent pas des détails. La pression politique a également joué un rôle. En 1968, les juges ont suspendu l'affaire. Ils ont déclaré qu'il n'y avait pas de preuves concluantes pour le condamner. Ils ne l'ont pas déclaré innocent, mais pas coupable non plus. Ils l'ont laissé libre. Il est sorti du tribunal comme si de rien n'était. Sans escorte, sans punition, sans peine. Il s'est installé dans un quartier tranquille. Il avait une maison, il avait une retraite. Il allait acheter le pain comme n'importe qui. Il est mort dans son lit, en Allemagne, sans passer un jour en prison pour tout ce qu'il avait signé. Gerhard Beaune fut l'un de ceux qui ont façonné le crime depuis les bureaux. Il ne portait pas d'armes, ne criait pas d'ordre, n'apparaissait pas sur les photos. Mais sans des gens comme lui, le système n'aurait pas fonctionné. Il examinait les dossiers pendant que d'autres ouvraient les vannes de gaz. Et quand tout s'est effondré, il a vécu des années loin, puis est revenu comme si de rien n'était. Alois Brunner, celui qui entraînait des brutes en Syrie. Quand la guerre était en train de s'effondrer, il savait déjà par où il devait s'échapper. Alois Brunner, qui avait été le bras droit d'Eichmann dans toute l'affaire des déportations, s'est évanoui tandis que d'autres croyaient encore pouvoir défendre Berlin. Il avait travaillé en Autriche, en France, en Slovaquie et en Grèce, et partout, ce qu'il faisait était la même chose, déplacer des listes, organiser des trains et sortir des gens de chez eux pour les envoyer dans des camps. Dès 1943, il avait déjà développé sa propre façon de faire les choses, sans détour, tout droit et vite. Quand les Alliés ont commencé à prendre le contrôle, il s'était déjà préparé. Il a changé de papier, a brûlé ce qu'il fallait brûler et s'est mêlé aux déplacés. Pendant un temps, il a circulé en Autriche comme si de rien n'était. Il avait de nouveaux documents et un réseau de contacts qui l'aidaient à rester hors des radars. La clé était de ne pas attirer l'attention, de peu bouger et d'éviter tout ce qui pourrait laisser des traces. Mais au fil des mois, les noms ont commencé à apparaître dans les archives des Alliés et le sien n'a pas tardé à sortir. Quand il a vu que les choses devenaient plus sérieuses, il a quitté le pays. Il est descendu par l'Italie et de là, il a commencé à chercher comment arriver dans un endroit où personne ne le chercherait. À Rome, il n'a pas perdu de temps. Il savait qu'il y avait des bureaux d'organisation humanitaire qui, au milieu de tant de confusion, pouvaient servir à se cacher. Là, il a croisé des prêtres qui avaient déjà aidé d'autres à s'échapper. Certains étaient allemands, d'autres étaient simplement impliqués dans ces réseaux pour diverses raisons. Ils lui ont procuré des papiers, lui ont fait obtenir un passeport sous un faux nom et lui ont donné les coordonnées pour continuer le voyage. La destination était le Moyen-Orient, le départ, le port de Gênes. Il est monté à bord d'un navire en direction de la Syrie.
Le pays n'avait aucun intérêt à collaborer avec l'Occident pour rechercher des nazis, et de plus, il ouvrait ses portes aux étrangers qui pouvaient apporter quelque chose en termes de contrôle, d'organisation ou de formation. Brunner est arrivé au bon moment. Quand il est descendu au port, il n'a pas eu beaucoup à se cacher. Il a changé de nom, a dit qu'il était autrichien et a commencé à se déplacer comme technicien administratif. Avec cela, il s'est installé à Damas. Peu de temps après, il avait déjà un emploi stable. Il a commencé à collaborer avec les services secrets du régime. Ce qu'il faisait était essentiellement de leur apprendre comment maintenir l'ordre, comment interroger, comment gérer l'information, comment désactiver les groupes de résistance. Tout ce qu'il avait appris pendant les années du Reich, il le recyclait maintenant dans une autre dictature. Il ne se cachait pas trop. Il vivait dans un immeuble ordinaire, avait des voisins, sortait faire des courses, marchait dans la rue. Certains le reconnaissaient, mais le gouvernement le couvrait. Les Français ont tenté de demander son extradition, mais la Syrie faisait la sourde oreille. Pour eux, Brunner n'était pas un criminel, c'était un étranger utile. Les journalistes qui tentèrent d'approcher le sujet se heurtaient à des réponses vagues, des rapports non confirmés et des silences officiels. Certains chasseurs de nazis assuraient qu'il était vivant, qu'ils l'avaient vu, qu'ils avaient même parlé avec lui. Mais les autorités syriennes disaient qu'elles ne savaient rien. Même lorsqu'il a reçu des lettres piégées envoyées par les services israéliens, l'une d'elles lui a fait sauter quelques doigts et une partie de la vue, il est resté au même endroit. Il n'est pas parti, n'a pas changé de pays, il est resté immobile. Au cours des années 70 et 80, sa présence à Damas était un secret de polichinelle. Diplomates, agents de renseignement et journalistes savaient où il vivait, mais personne ne faisait rien. Les ambassades occidentales recevèrent des rapports sur ses mouvements, mais cela n'allait pas plus loin. Les familles des victimes faisaient pression, mais sans succès. Les déclarations s'accumulaient dans les archives et les requêtes judiciaires étaient égarées. Dans les années 90, face à une pression internationale accrue, on a tenté de le localiser de nouveau. Mais chaque fois que quelqu'un arrivait avec une piste, il se heurtait à des portes closes. Les Syriens continuaient à ne rien confirmer ni infirmer. Certains disaient qu'il était interné, d'autres qu'il avait été transféré, d'autres encore qu'il était déjà mort. Sa dernière photo confirmée datait des années 80. Après, plus rien. Le Mossad était toujours à ses trousses, mais sans soutien local, il ne pouvait pas faire grand-chose de plus. Plusieurs médias européens ont tenté de préparer des rapports spéciaux, mais ils se heurtaient à des murs de tous les côtés. On disait qu'il vivait dans un bâtiment de sécurité de l'État, avec un accès restreint, surveillé 24 heures sur 24. On parlait aussi de changements d'identité, de transferts nocturnes, d'opérations pour le maintenir en vie et loin de tout tribunal. En 2001, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles il était mort. Certains disaient que c'était à cause d'une maladie, d'autres qu'il avait été éliminé pour l'empêcher de parler. Le gouvernement syrien n'a jamais rien dit d'officiel, ni confirmé ni démenti. Les journalistes qui réussissaient à se rendre à Damas étaient suivis, interrogés, puis expulsés. Il n'y avait pas de nouvelles photos, ni de témoins, ni de documents médicaux, seulement des versions. En 2010, un rapport d'un déserteur syrien assurait que Brunner était mort des années auparavant et qu'il était enterré dans un cimetière de Damas sous un autre nom. Mais là non plus, il n'y avait pas de preuves. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de date de décès claire, ni d'acte officiel, ni de tombe à son nom. Ce que l'on sait, c'est qu'il a vécu là pendant plus de 4 décennies, sans jamais avoir été jugé, sans jamais avoir passé un jour en prison. Il est mort libre, protégé par un régime qui l'a utilisé tant qu'il lui a été utile et qui l'a ensuite réduit au silence pour toujours. Quand le régime s'est effondré et que les troupes alliées ont pris ville par ville, des milliers d'hommes en uniforme SS se sont retrouvés en liberté. Certains ont jeté leurs vêtements, se sont rasé la tête et se sont mêlés aux civils. D'autres avaient déjà des itinéraires tracés, des documents prêts, des contacts sûrs. Ils ont traversé les frontières, changé de nom, se sont fait passer pour n'importe qui. Plusieurs ont réussi à se faufiler parmi les réfugiés ou les soldats blessés. Certains sont restés en Allemagne ou en Autriche, se sont installés dans de petits villages, ont construit une vie sans sortir des radars. D'autres se sont envolés vers des pays où personne ne posait de questions. L'Amérique du Sud, la Syrie, l'Égypte, l'Espagne. Certains avec une aide religieuse, d'autres grâce à d'anciens camarades. Beaucoup ont été arrêtés dès le début. Ils ont été interrogés.
Enfermés, certains jugés, d'autres libérés faute de preuves. Quelques-uns ont fini à Nuremberg, d'autres se sont tus et se sont camouflés. Certains sont devenus médecins de quartier, employés de consulat, conseillers en sécurité. Ils ont vécu des décennies sans que personne ne les touche. Il y en a eu qui se sont impliqués dans des coups d'État, ont entraîné des polices secrètes, ont fait fonctionner des réseaux avec les mêmes mains, mais des costumes différents. Pendant ce temps, les noms s'accumulaient. Des procureurs réexaminaient les archives, des journalistes cherchaient des pistes, des survivants reconnaissaient des visages. Certains ont été retrouvés dans des aéroports, des maisons, des cliniques ou des fêtes de famille. Il y en a eu avec des procès publics, des cris et des témoins. D'autres sont morts avant de recevoir un ordre. Certains ont écopé de la prison à perpétuité, d'autres de peine moindre. Plusieurs ont fini dans des prisons ordinaires, d'autres dans des hôpitaux privés. La plupart n'ont même pas passé un jour en cellule. Certains étaient protégés, d'autres savaient se cacher. Des tombes avec de faux noms sont apparues, des certificats falsifiés. Certains ont été déclarés morts et étaient toujours en vie, d'autres ont disparu sans laisser de photos. Dans des pays où personne ne s'immisçait, ils ont vécu comme si de rien n'était. Certains avec le soutien des autorités, d'autres avec le silence des voisins. Tous venaient du même endroit. Ils ont commencé comme gardes du corps, sont devenus le bras armé et ont fini au sein d'un système d'extermination qui fonctionnait comme une chaîne de montage. Chacun remplissait un rôle, mais tous répondaient au même commandement. Beaucoup disaient qu'ils ne faisaient qu'obéir. Il y avait des fanatiques, des opportunistes, des techniciens, des sadiques. Ils étaient là, et ils ont continué, avec un autre nom, d'autres vêtements, d'autres papiers. Certains sont apparus à la télévision, d'autres jamais sur une photo. Plus de 80 ans se sont écoulés depuis que tout s'est effondré. Il y a encore des dossiers ouverts, des tombes non identifiées, des documents épars. Des noms et des restes sont toujours découverts. Mais pour chaque personne qui apparaît, il y en a une autre qui ne l'a jamais fait. Certains sont enterrés sous le mauvais nom. D'autres ont eu des enfants sans que personne ne sache qui ils étaient. Ceux qui ont été jugés étaient peu nombreux. Ceux qui ont vécu tranquillement étaient nombreux. Et ceux qui sont restés perdus sont innombrables. Combien d'autres se sont effacés sans laisser de traces? Combien ont vécu bien, sans procès, sans condamnation, sans que personne ne leur dise un seul mot?